Dans les manuels d'histoire, la Grèce antique brille comme un modèle de beauté et de raison. Athènes, berceau de la démocratie. Sparte, symbole de force et de discipline. Des statues parfaites. Des temples aux proportions divines. Des penseurs immortels comme Platon et Aristote. Mais derrière la lumière éclatante du marbre blanc, se cache une ombre profonde. Une ombre que peu osent regarder. C'est celle d'un monde où la beauté était une arme, où le désir se mêlait à la domination, et où certains corps, admirés en public, étaient brisés dans le silence des chambres privées. Parmi les héros, les philosophes et les poètes, vivaient d'autres êtres, invisibles, silencieux. Des jeunes garçons venus d'îles lointaines, vendus sur les marchés, achetés pour leur grâce, pour leur jeunesse, pour leur peau sans cicatrice. On les appelait des esclaves, mais dans certaines maisons, ils portaient un autre nom, les concubins. Ces jeunes hommes, souvent à peine sortis de l'enfance, étaient formés à plaire, à obéir, à devenir des symboles vivants du pouvoir de leur maître. Leur vie se déroulait dans le silence des villas, entre la musique, le vin, les rires et la peur, car dans la Grèce antique, la beauté masculine était à la fois vénérée et possédée. Ceux qu'on appelait aimés n'étaient pas toujours libres. Leurs noms ne sont presque jamais parvenus jusqu'à nous. Ils n'ont laissé ni poèmes, ni temples, ni statues à leur image. Mais si l'on regarde attentivement, derrière chaque fresque, derrière chaque mythe d'amour entre Dieu et mortel, on devine leur présence. Silencieuse, effacée mais réelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons remonter le fil de ces vies oubliées. Nous allons traverser les banquets, les temples et les poèmes, pour comprendre ce que cachait le monde des hommes libres et découvrir la vérité tragique de ceux qu'on ne voyait que pour leur beauté. Voici la vie tragique d'un concubin masculin dans la Grèce antique. Dans la Grèce antique, la beauté n'était pas une simple qualité physique. Elle était considérée comme une manifestation du divin. Les Grecs croyaient que le corps humain, lorsqu'il atteignait l'équilibre parfait, entre force, harmonie et grâce, reflétait la perfection des dieux eux-mêmes. La beauté n'était donc pas qu'un plaisir des yeux. C'était une forme de vertu morale. Être beau, c'était être juste. Être jeune, c'était être pur. Et dans une société qui valorisait avant tout la raison et la forme, le corps devenait une religion silencieuse. Dans les gymnases d'Athènes ou de Sparte, les jeunes hommes s'entraînaient nus, non seulement pour fortifier leurs muscles, mais aussi pour sculpter leur esprit. Chaque geste, chaque mouvement était une prière adressée à la perfection. Les poètes disaient « Le corps de l'homme est le miroir du cosmos », mais cet idéal de beauté, aussi pur en apparence, cachait une réalité beaucoup plus cruelle. Car, dans cette obsession du corps parfait, ceux qui le possédaient devenaient des objets. Les plus beaux visages étaient convoités, achetés, possédés. Dans les cités prospères, la beauté n'était pas seulement admirée, elle se négociait. Les riches citoyens pouvaient s'offrir un jeune esclave pour le montrer à leurs invités, comme un bijou vivant. Dans les symposiums, les banquets d'hommes libres, ces jeunes garçons étaient vêtus de tissus légers, parfumés, et choisis pour verser le vin, jouer de la lyre, ou plus. La beauté était devenue un marché, et la jeunesse une monnaie d'échange. Derrière les poèmes, derrière les statues de marbre, il y avait donc un paradoxe. Les Grecs disaient aimer la beauté, mais en réalité, ils la consumaient, et ceux qui la portaient, trop jeunes pour comprendre ce culte, n'étaient souvent que des offrandes humaines sur l'autel de l'admiration. Car dans ce monde d'hommes puissants, où tout reposait sur la domination, le corps d'un adolescent pouvait symboliser à la fois l'amour, la gloire et la possession. Un esclave beau devenait un symbole de prestige, un trophée silencieux qui rappelait à tous « Regardez, même la beauté m'appartient ». C'est dans cette tension entre admiration et propriété que naît le destin tragique des concubins. Leur beauté était leur trésor, mais aussi leur prison. Il n'existe aucun nom gravé sur la pierre, aucun poème qui raconte son histoire. Et pourtant, dans les ombres silencieuses de la Grèce antique, il a vécu. Un jeune homme ni citoyen ni libre. Un corps admiré, possédé, puis oublié. Thésée, lui, le concubin. Tout commence par un regard, une main sur une épaule. Un ordre prononcé d'une voix douce mais sans appel. On lui promet la sécurité, le confort, parfois même l'amour. Mais la vérité, c'est qu'il ne sera jamais qu'un bien parmi d'autres. On l'habille de tissus fins,
on parfume sa peau, on lui apprend à sourire sans parler, à séduire sans désirer, à exister seulement à travers le regard de son maître. Le jour, il évolue parmi les riches, dans les villas parfumées, les colonnes de marbre, les banquets de vin et de musique. Il sert, il verse, il écoute. Il entend les rires, les vers de poésie, les promesses d'éternité. Mais la nuit, tout devient silence. La beauté qu'on célèbre le jour devient fardeau. Le corps qu'on admire devient cage. Et dans la pénombre, il comprend que le mot « désir » n'a pas le même sens pour lui. Certains soirs, son maître lui parle avec douceur. Il lui dit qu'il est unique, qu'il est aimé, qu'il est la preuve vivante que la beauté peut apaiser les dieux. D'autres soirs, il ne dit rien. Il prend ce qu'il veut et laisse derrière lui le silence d'un cœur brisé. Dans ces moments-là, le jeune homme ferme les yeux. Il se souvient du vent sur les collines de son enfance, des rires dans sa maison, du pain chaud partagé avec sa mère. Mais ces souvenirs s'effacent lentement, comme les vagues effacent les traces sur le sable. Le lendemain, il sourit de nouveau, parce que dans ce monde, la survie passe par la beauté du mensonge. Chaque jour, il devient un peu moins lui-même. Il est un rôle, une image, une ombre. Parfois, un invité le remarque. « Quel charme !» dit-il. Et le maître fier répond. « Regardez, même la beauté m'appartient. » Mais personne ne demande son nom, personne ne demande ce qu'il ressent. Les années passent, et lorsque sa jeunesse commence à s'éteindre, un autre arrive, plus jeune, plus beau, plus docile. Alors il comprend. Dans ce monde, la beauté est une flamme qu'on entretient jusqu'à ce qu'elle brûle tout, puis qu'on éteint sans un mot. Certains concubins finissent dans la rue, d'autres se vendent pour survivre, et parfois, un seul parmi des centaines, reçoit la liberté. Mais la liberté, quand on a tout perdu de soi, c'est encore une liberté? Les poètes ont chanté la perfection du corps grec, mais jamais la souffrance de ceux qui la portaient. Si les statues pouvaient parler, si les marbres pouvaient pleurer, on entendrait leur voix, celle des hommes beaux qu'on a réduits au silence, et dont le souvenir s'est effacé sous les pas de l'histoire. Leur beauté fut un don, leur vie une offrande, leur nom oublié. Dans la Grèce antique, on disait que l'amour était un feu sacré, un feu capable d'élever l'âme, d'inspirer les poètes, d'enseigner la sagesse. Mais ce feu pouvait aussi brûler. Les Grecs distinguaient deux formes d'amour. Eros, le désir charnel, et Philia, l'affection noble spirituelle. Les deux coexistaient, souvent confondus, parfois en guerre. Et c'est dans cet entre-deux, entre passion et pouvoir, que vivaient les concubins. Car les philosophes pouvaient bien parler de l'amour comme d'un pont vers la beauté divine. Mais pour celui qui en était l'objet, cet amour ressemblait souvent à une cage dorée. Les grands penseurs comme Platon, Socrate ou Aristote décrivaient la relation entre l'homme mûr et le jeune garçon comme une éducation de l'âme. Le maître devait enseigner la sagesse, la vertu, la discipline. Le jeune, lui, offrait sa beauté comme source d'inspiration. En théorie, c'était un échange spirituel. En réalité, c'était souvent un échange de pouvoir. Car dans une société où la liberté appartenait aux seuls citoyens, les esclaves, les étrangers, les concubins n'avaient aucun droit. Leur consentement n'existait pas. Leur voix, encore moins. Pourtant, l'art et la poésie grecque glorifiaient ces relations. Sur les vases, dans les fresques, dans les poèmes d'Anacréon, on voit des hommes caresser des visages jeunes, des dieux enlacer des mortels, et des corps s'unir sous le regard bienveillant d'Aphrodite. L'amour était partout, mais jamais à égalité. Les mythes eux-mêmes reflètent cette ambiguïté. Le plus célèbre est celui de Zeus et Ganymède. Le roi des dieux, ébloui par la beauté d'un jeune berger troyen, descendit du ciel sous la forme d'un aigle et l'emporta vers l'Olympe. Là, Ganymède devint son échanson, celui qui verse le nectar aux dieux immortels. Les artistes ont peint cette scène pendant des siècles, y voyant un symbole d'amour divin, d'union céleste entre la beauté et la puissance. Mais si l'on regarde au-delà de la poésie, que voit-on vraiment? Un enfant arraché à sa terre, emporté dans un monde où il n'a pas choisi d'aller. Une beauté transformée en servitude, un désir travesti en mythe. Ce que les Grecs appelaient amour, c'était parfois une manière d'adoucir l'injustice, de peindre la domination sous les couleurs de la passion. Pourtant, cet amour existait aussi sous d'autres formes. Dans les textes, on trouve des traces d'affection sincère, de larmes versées, de maîtres qui ont pleuré leurs jeunes amants perdus. Car même dans les rapports les plus inégaux, l'humain trouve toujours une faille, une émotion,
une tendresse qui échappe au pouvoir. C'est cette contradiction qui rend l'amour grec si fascinant. Il était à la fois élévation et destruction, sacré et profane, libre et enchaîné. Et le concubin, lui, se tenait au centre de ce paradoxe. Objet de désir, instrument de prestige, parfois aimé, souvent oublié, il incarnait malgré lui le reflet d'une civilisation tout entière. Brillante, intelligente, mais profondément aveugle à sa propre cruauté. Dans la lumière des temples et des banquets, il y avait toujours une ombre, celle d'un garçon silencieux qui portait sur lui le poids du mot « amour », sans jamais en goûter la liberté. Dans la Grèce antique, la beauté était un feu sacré, mais tout feu finit par s'éteindre. Les jeunes concubins qui avaient illuminé les banquets et inspiré les poètes connaissaient tous le même destin, car dans un monde qui vénérait la jeunesse, le passage du temps était une condamnation. La beauté, une fois fanée, ne servait plus à rien. Certains essayaient de la prolonger. Ils se couvraient de parfums, portaient les mêmes bijoux, cherchaient encore le regard des puissants. Mais personne ne voyait plus la lumière qu'il avait eue. Leurs maîtres, lassés, se détournaient d'eux. D'autres plus jeunes prenaient leur place. Alors, pour la première fois, ces hommes comprenaient qu'ils n'avaient jamais possédé leur beauté. Elle appartenait aux autres. Certains étaient revendus, relégués dans les maisons du port ou dans les cuisines des palais. D'autres étaient abandonnés dans les rues d'Athènes ou de Corinthe, condamnés à mendier, à offrir leur corps pour quelques pièces. Et pourtant, même dans la misère, ils gardaient cette allure, cette trace silencieuse du passé. On disait que les dieux reconnaissaient encore sur leur visage la beauté qu'ils avaient jadis offerte aux hommes. Quelques rares maîtres, pris de pitié ou de remords, leur rendaient la liberté. Mais qu'est-ce que la liberté? Quand on n'a plus d'endroit où aller, ni personne pour prononcer votre nom, ces anciens concubins devenaient des fantômes vivants, invisibles dans les rues, oubliés dans les temples, regardant les jeunes esclaves prendre leur place, comme un écho cruel de ce qu'ils avaient été. La Grèce, si fière de sa perfection, ne voulait pas voir la fragilité de ceux qui avaient incarné son idéal. Les statues restaient éternellement jeunes. Mais les hommes, eux, vieillissaient. Le marbre, lui, ne se ride pas. Parfois, dans les ports ou les villages reculés, on murmurait qu'un ancien concubin avait survécu, qu'il racontait à ceux qui voulaient l'écouter. Les banquets, les musiques, les poètes, les promesses. Mais personne ne croyait ces histoires. Car l'histoire, elle, n'a pas de place pour ceux qui n'ont pas écrit. Et quand ils mouraient, souvent seuls, sans sépulture, il n'y avait ni statue, ni offrande, ni prière. Seule la mer se souvenait d'eux. Le vent portait encore leur nom jusqu'aux falaises, avant de le dissoudre dans les vagues. Et quelque part au bord du rivage, une voix semblait murmurer. « J'ai été beau, j'ai été aimé, et maintenant j'existe dans le silence. » La beauté les avait rendus immortels dans l'art, mais mortels dans la vie. Ainsi s'éteignaient les concubins de la Grèce antique, avec grâce, avec dignité, mais dans un oubli total. Et pourtant, à travers les siècles, leur histoire continue de traverser le temps, portée par la poussière du marbre, par les ombres qui dansent encore sur les murs des temples. Ils ne sont plus là, mais la Grèce, dans sa lumière éternelle, porte encore, quelque part, le souvenir de leur beauté disparue. La Grèce antique a façonné le monde. Elle nous a donné la philosophie, la démocratie, la poésie, et l'idée même de la beauté. Mais derrière cette lumière que nous admirons encore, il y a des ombres, des vies effacées, des voix oubliées, des êtres humains réduits au silence pour que survive l'image d'une perfection divine. Les concubins masculins n'ont pas de tombe connue, pas de nom gravé dans les marbres, et pourtant, sans eux, l'histoire de la beauté grecque serait incomplète. Ils furent la chair vivante d'un idéal. Ils furent les modèles que les artistes observaient, les muses que les poètes chantaient, les ombres qui donnaient vie aux mythes. Leur souffrance fut cachée, leur humanité effacée, car les vainqueurs écrivent l'histoire, et les plus beaux, souvent, ne la survivent pas. Mais si l'on écoute attentivement, le vent d'Athènes murmure encore leur nom. Entre les colonnes fissurées, entre les temples baignés de lumière, leur présence demeure, invisibles, mais réelle. Le temps n'a pas pu effacer la trace de leur passage. Chaque éclat de marbre, chaque statue brisée, chaque regard figé dans la pierre, porte encore un peu de leur histoire, une histoire de beauté, de servitude et de dignité silencieuse. Ils n'ont pas été libres, mais ils ont existé, et leur existence suffit à rappeler une vérité que les siècles ont oubliée.
que la beauté, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de liberté, devient une prison, que l'amour, lorsqu'il s'impose sans choix, devient une domination, et que toute civilisation, si brillante soit-elle, cache dans ses fondations ce qu'elle a sacrifié à son propre idéal. Alors, aujourd'hui, en racontant leur histoire, nous leur rendons ce qu'on leur a refusé. La mémoire, pause musicale, harpe et chant féminin doux. Peut-être que quelque part, dans une autre vie, ces concubins marchent à nouveau sous le soleil grec. Libres, invisibles mais heureux. Peut-être qu'ils rient encore, dans le souffle du vent qui caresse les colonnes d'Athènes. Et peut-être qu'à travers eux, la Grèce antique retrouve enfin ce qu'elle avait perdu, la beauté et l'humanité.